Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, la localité de Ouaza dans le Logone-Chari à l'extrême nord du pays compte ses morts après un attentat kamikaze survenu la nuit dernière. 14 personnes ont perdu la vie et on en a enregistré plus de 30 blessés. Les victimes étaient pour la plupart des élèves venus passer des vacances dans cette localité. Grogne sur le site de construction du stade Japoma à Douala. Les ouvriers de cet important chantier sont en colère. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et des arriérés de salaire. Ce stade, rappelons-le, devrait accueillir les prochains matchs de la Coupe des Nations masculines CAN 2019 donc. Et puis dans la deuxième partie de ce journal, nous recevrons le professeur Prince Koumandoumbe III. Au menu de notre entretien, des interrogations sur le traité Germano-Douala et sur des prétendues falsifications de l'histoire du Cameroun. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. Pas encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. D'abord, cet attentat kamikaze survenu la nuit dernière dans la localité de Ouaza, le département du Logone-Chari à l'extrême nord du pays. Je vous le disais, 14 morts et plus de 30 blessés. C'est dans le bilan de cet attentat suicide. Les victimes, essentiellement des élèves, étaient venus passer des vacances dans ce village auprès de leurs parents. La kamikaze, selon les témoins, s'est faite passer pour une cliente dans un call-box et elle a immédiatement actionné sa charge explosive avant l'intervention des membres d'un comité de vigilance. Et nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions avec plus de précision. Je vous le disais également tout à l'heure, mouvement d'humeur au chantier de construction du stade Japoma ici à Douala. Les ouvriers dans cet important chantier dénoncent de mauvaises conditions de travail, mais également des arriérés de salaire. Ils sont sortis ce jour dire leur colère sur le site même de ce chantier. Il faut le rappeler, le stade de Japoma est censé accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations masculines qui va se dérouler au Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Julie. Climat social tendu ce 13 juillet 2017 sur le site du chantier de construction du stade Japoma dans l'arrondissement de Douala 3e. Les ouvriers de ce chantier ont décidé d'observer un mouvement d'humeur et manifester leur mécontentement. Ils s'insurgent contre les mauvaises conditions de travail et les abus de toutes sortes de la part de leurs responsables. Je me suis blessé. Je suis allé à l'infirmerie, on me dit qu'on soigne seulement les Turcs. On ne soigne pas les Camerounais. Regardez, je parle avec peu à la pluie. Voilà, il y a une blessure au pied. On ne va pas soigner. Le bras, il y a un accident au bras. Mon collègue est là, on a fait l'accident. On nous chasse. Quand maintenant on vient revendiquer nos salaires, on nous apporte la police. On ne sait pas ce qui ne va pas ici là. On va le supporter comment? Sans argent. On quitte de très loin. Je sors de Bonabéry, l'autre de Bonamoussa, de ci par là. On fait comment pour arriver pendant 43 jours? Le responsable nous a dit comment on a fait 43 jours, on peut encore essayer de continuer. On a demandé donc combien de jours on va continuer. Il ne donne pas une bonne suite. Après, on dit que les gens ont volé. 43 jours et toujours pas de salaire, une situation qui courrouce davantage ses employés. Ces derniers affirment ne plus savoir à quel sens se vouer. Il y a des gens qui magouillent pour que ce cas ne soit pas organisé au Cameroun. Il est inadmissible qu'on est d'abord en retard par rapport au projet. On se met encore à faire des choses comme ça là. On travaille plus que les Blancs, mais les Blancs sont pris en charge plus que nous. On a un centre de santé dans la structure, mais on dit qu'on ne veut pas voir les Noirs là-bas. Vraiment dans notre pays, on a une aventure dans notre pays, c'est pas normal. Je n'ai jamais traversé le 5 pour payer mon loyer. L'eau, la lumière, tout ça. Aujourd'hui, je suis le bailleur, alors que je travaille. Pour les gens qui travaillent jour et nuit, sans salaire, je prends l'exemple de moi-même. Les gens ont fini ma boutique pour les prêts de chaque jour. Ils prêtent, ils disent qu'ils vont payer. Ma boutique est fermée parce qu'il n'y a pas de salaire. Avec un chantier de milliards, pourquoi on ne peut pas payer le premier salaire des employés? Ça se passe comment dans un pays qui est au Cameroun? Ce n'est pas normal. L'administration, pointée du doigt, n'a pas donné sa version des faits. Pour les ouvriers, trop c'est trop, ils ne baisseront pas les bras tant que leurs doléances ne seront pas prises en compte. Quand tu peux même demander qui est ton boss, on dit Yenigoun. Tu quittes à Yenigoun, on te dit autoservice. Finalement, qui est mon boss alors?
Dans un autre registre, des dénonciations mettent à nu des cas d'exploitation forestière illégale dans les régions du centre, du sud, mais également de l'est. Ces révélations, fruits d'une action menée sur le terrain par des organisations de la société civile, viennent d'être présentées à Yaoundé sous forme de résultats d'une étude. Ces résultats devraient permettre au gouvernement de lutter contre des infractions constatées sur le terrain, mais également contre la prévention des pillages des ressources forestières. Plus de précision avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Constatations faites dans plusieurs localités des régions du sud, de l'est et du centre mettent à nu des cas inquiétants d'exploitation forestière illégale. Il y a d'abord le non-respect des normes techniques d'exploitation forestière. Il y a l'exploitation non autorisée dans la forêt du domaine national et ensuite l'exploitation frauduleuse dans des titres attribués. Des dénonciations portées à l'attention des responsables du ministère des Forêts et de la Faune pour des résultats plutôt mitigés. Les services de l'administration forestière commencent déjà à se mobiliser suite au rapport de dénonciation dont nous les faisons parvenir. Mais il y a eu une petite limite parce que les dénonciateurs se posent encore la question de savoir qu'est-ce qu'eux ils gagnent. Parce que de temps en temps, il y a en termes de résultats les transactions entre le concessionnaire et l'administration forestière, mais malheureusement, les résultats ou alors la rente de ces transactions ne les parviennent pas de façon significative. On observe toujours quelques cas de récidive, comme je l'ai mentionné, le cas de Akok Maka, où le monsieur est revenu dans le même site, dont l'administration forestière devrait davantage faire un effort pour pouvoir sanctionner ces contrevenants. Si le FODER se réjouit des acquis du système normalisé d'observation indépendante externe, il attire davantage l'attention des pouvoirs publics devant l'agression que subissent nos forêts en totale violation de la réglementation en vigueur et avec la complicité de certains fonctionnaires véreux. C'est une manière pour le FODER de contribuer à aider l'administration dans son travail régalien et à travers le SINOR, comme vous le savez, qui est un système qui permet de recueillir des dénonciations jusqu'à la base, les documenter pour aboutir à des sanctions. C'est un système qui vaut la peine de perdurer. C'est vrai, actuellement, il est limité juste à quelques régions. Or, les activités d'illégalité s'étendent sur tout l'ensemble du territoire national où on se rencontre les zones forestières. Notre ambition, c'est de voir comment l'étendre. Les missions de contrôle, suivi des amendes et autres sanctions disciplinaires ne suffisent pas encore à freiner les ardeurs des exploitants forestiers illégaux, ce qui amène la société civile, dont le FODER, à rester toujours en éveil. Dans le secteur privé, confrontés à une imposition considérable sur leur indemnité de départ à la retraite, les travailleurs du secteur privé pensent avoir trouvé une oreille attentive auprès de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Les deux parties réfléchissent sur de nouveaux mécanismes afin de parvenir à alléger ces coupes sur les salaires de ces retraités. Des précisions avec Guy Zogo et Élisée Bogba. Les travailleurs du secteur privé arrivés en fin de carrière au Cameroun font l'objet d'une pression fiscale asphyxiante. C'est le constat que fait l'Union générale des travailleurs du Cameroun, UGTC. On a constaté que lorsque les travailleurs partent en retraite, l'indemnité de fin de carrière qu'ils reçoivent de leur employeur est frappée de 35%. 35%. Ça veut dire qu'on constate que finalement, le retraité qui s'en va, c'est les impôts qui prennent pratiquement tout ce qu'il a pu garder pendant qu'il travaillait. Des exemples viennent corroborer cet état des choses. Nous avons eu des cas, par exemple, dans l'entreprise où quelqu'un a eu pratiquement 25 millions d'indemnités de fin de carrière et les impôts ont pris 10 millions. Celui-là allait devenir fou, alors qu'il avait déjà préparé faire quelque chose avec cet argent. Ce qui est naturellement perçu par l'UGTC comme une injustice criarde. Nous, en tant que syndicalistes, nous pensons qu'il y a l'injustice quelque part. Parce que comment pouvez-vous comprendre que celui qui a été licencié, quand il perçoit l'indemnité de licenciement, c'est exonéré de l'IRPP. Mais celui qui a servi la nation pendant près de 30, 35 ans, 40 ans, ça équipare
normalement, puisse plutôt subir 35% de ce qu'il perçoit. Donc c'est une injustice. Pour sortir de ce crève-cœur, le syndicat a fait des propositions auxquelles le gouvernement a répondu. Dans un premier temps, nous avons revendiqué l'exonération totale de l'IRPP sur l'indemnité de fin de carrière. Mais le gouvernement nous a répondu que le Code général des impôts n'avait pas prévu cela et qu'on devait nous apprendre à comment alléger cette charge fiscale sur l'indemnité de fin de carrière. D'où ce séminaire, nous sommes en train de voir exactement comment faire pour alléger cette charge fiscale sur l'indemnité de fin de carrière. En attendant, quel que soit le bout par lequel la solution à cette situation est envisagée, il faudra bien consentir côté gouvernement un geste envers les travailleurs en fin de carrière au Cameroun. Entre-temps, le gouvernement multiplie les stratégies pour parvenir à relever le défi de la diversification du tissu industriel national. Un nouveau centre technique agroalimentaire a été ouvert à cet effet à Douala. La structure devrait également permettre de renforcer la compétitivité du secteur agroalimentaire, un secteur dont les produits ont du mal à trouver leur place sur le marché international. Donald Agnouzwa et Marcelin Gansor pour les précisions. L'appui du gouvernement à la mise en place du centre technique agroalimentaire du Cameroun est à mettre à l'actif du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Cet appui gouvernemental au développement et compétitivité du secteur privé sera plus concret à Douala grâce au centre technique agroalimentaire qui se propose d'améliorer le niveau de production fourni jusqu'ici par les industries de la viande et du poisson, le travail des graines et de fabrication des produits amylacés dont font partie le riz, la farine et les produits à base de manioc, l'industrie du cacao, du café, du thé, du sucre, ainsi que l'industrie des oléagineux et des aliments pour animaux, la fabrication de produits à base de céréales et l'industrie du lait, des fruits et des légumes ne sont pas en reste, tout comme l'industrie des boissons et l'industrie du tabac. La liste, loin d'être exhaustive, ressort ainsi les 8 branches d'activité du secteur agroalimentaire appelées à côtoyer le marché international à l'ère des accords de partenariat économique. Vous avez entendu parler des APE. Les APE, on en a dit beaucoup de choses, mais on a surtout oublié de dire que les APE nous donnent la possibilité d'exporter vers le marché européen. Mais on peut avoir le droit d'exporter, la possibilité juridique d'exporter, mais être limité par la qualité de nos produits. Il n'y a pas que le marché européen, il y a l'AGOA avec le marché américain. Ça veut dire que si on a le droit, il faut pouvoir profiter de ce droit en présentant des produits qui ont la qualité requise pour être acceptés dans ces marchés. Le centre technique visité par les ministres Ernest Ngouaboubou de l'industrie, des mines et du développement technologique, du docteur Taïga des pêches et des industries animales et Louis-Paul Motazeux de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire se donne pour mission de densifier le tissu industriel national, à renforcer la compétitivité des secteurs tels que l'agroalimentaire, identifiés comme porteurs de croissance et à développer des chaînes de valeur des filières prioritaires. Et voilà donc pour ce reportage signé Donald Agnouzwa et Innocent Abega. En santé à présent, l'amélioration de la contraception devrait réduire la mortalité maternelle. C'est le ministre de la Santé qui l'a rappelé ce jour à Yaoundé. André Mafouda fait savoir que le taux de contraception est de 34% à ce jour au Cameroun. Amélioré, il devrait permettre de réduire la mortalité maternelle de 30 à 42%. La mortalité maternelle du pays qui est donc toujours en hausse selon le ministre de la Santé. Ce sont là des informations révélées au cours d'une conférence de presse donnée ce jour avec pour thème le planning familial. Marcelin Gansop et Élisée Bokba pour plus de précisions. On ne peut plus bouger, on ne peut même pas avoir mal à la tête. Mais il est bien là avec nous. C'est en présence du ministre de la Communication, dont l'état de santé a fait les choux gras de la presse et des réseaux sociaux, que André Mamafouda a passé le message gouvernemental portant sur la nécessité de planifier les naissances à travers l'utilisation des contraceptifs. Il est établi qu'entre 30 et 42% des décès maternels au Cameroun peuvent de ce fait être évités grâce à la planification familiale. En espaçant les grossesses, la mère s'occupe mieux de son nouveau-né
ainsi que des autres jeunes enfants. La chance de survie des jeunes enfants est améliorée à plus de 50% en cas d'espacement de naissance, dont la durée idéale est de 2 ans au moins. Mais la situation n'est pas si alarmante. La contraception rentre progressivement dans les habitudes des femmes camerounaises, à la satisfaction du gouvernement. En effet, la prévalence contraceptive est passée de 23% en 2011 à 34% en 2014. En d'autres termes, c'est donc près d'un tiers des femmes camerounaises en union qui ont eu recours à une méthode contraceptive en 2014. Mais il n'est pas question de verser dans l'autosatisfaction. Aussi importe-t-il de maintenir la sensibilisation afin que le planning familial devienne une affaire de tous. Les jeunes et les femmes sont interpellés, mais davantage les parents qui ne jouent pas toujours leur rôle en esquivant toutes les questions liées à la sexualité avec leur progéniture. Il est primordial d'entretenir un dialogue avec vos enfants dès l'âge de la puberté sur la santé reproductive. N'hésitez plus, chers parents, à conseiller à votre enfant l'usage, le moment venu, des contraceptifs. Sachant que la planification familiale, d'une part, contribue largement à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et d'autre part, permet le plein épanouissement de la mère et de l'enfant. La semaine de promotion de la planification familiale permet d'adresser un carton rouge aux grossesses non désirées, surtout pendant ces vacances où les jeunes ne sont pas à l'abri d'un égarement qui peut s'avérer fatal. Et au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Santé s'est appesanti sur les 4 choses à éviter pour réduire la mortalité maternelle et infantile, à savoir éviter les grossesses précoces, trop rapprochées, trop nombreuses et trop tardives. Je vous propose d'écouter une fois encore le ministre de la Santé, André Mamafouda. Il s'agit d'éviter les 4 trous de la mortalité maternelle. C'est quoi les 4? Le premier trou, c'est trop précoce. Pour la jeune femme, il s'agit de maîtriser sa fécondité et d'avoir la grossesse au bon moment, et notamment lorsque l'appareil génital est mature. Il s'agit également de permettre à la jeune femme déjà sexuellement active de pouvoir achever sereinement ses études avant d'être enceinte. Le deuxième trou, c'est trop rapproché. Pour la femme, l'utilisation des contraceptifs permet d'espacer les naissances et d'éviter les grossesses trop rapprochées qui peuvent conduire à la perte de la vie de la mère. Le troisième trou, c'est trop nombreuse. En maîtrisant le nombre de grossesses voulues selon le projet de la famille, l'épanouissement, le bien-être et le développement économique sont assurés tant pour les géniteurs que pour les enfants. Et le dernier trou, qui est le 4e, c'est trop tardive. En évitant les grossesses trop tardives, la planification familiale permet d'éviter de s'exposer au risque important de mortalité maternelle. Émotion et pleurs ce jeudi à la morgue de l'hôpital La Cantini à Douala, où de nombreux fans, artistes, musiciens et familles ont pris part à l'éveil du corps de Lizati, artiste musicienne, diva du Makossa dans les années 90. Lizati est décédée le 20 juin dernier des suites d'une longue maladie. Mirabel Mazo. L'artiste Lizati a entamé son dernier voyage terrestre. Le corps sans vie de la jeune chanteuse de 49 ans a été sorti de la morgue de l'hôpital La Cantini sous le regard triste de sa famille, ses amis et ses collègues artistes.
La vedette aux 2 chansons a été longtemps secouée par une maladie qui lui aura été finalement fatale. Parce que malgré le traitement qu'on a pu donner, à un moment, le corps lâche. Trop de médicaments dérangent. C'est peut-être pour ça qu'elle a fui du CHU, mais je pense qu'elle a compris en elle-même que rien ne pouvait plus lui aller et qu'il était normal qu'elle reste dans son coin et qu'elle attende son jour. Encore froid et inerte, voilà tout ce qui reste de la très célèbre chanteuse. Depuis l'annonce du décès de l'artiste, beaucoup de bruit circule autour de l'organisation de ces obsèques. Il y a des artistes qui ne venaient pas à réunion parce qu'ils disent que Lisati ne venait pas aux réunions de ceux qui partaient. Mais ils oubliaient que Lisati, après la sortie de son album, elle a toujours été malade jusqu'aujourd'hui. Une série de quiproquos qui a favorisé l'absence de bon nombre d'artistes à cette levée des corps. On a fait ce qu'on peut. Il y a eu la mobilisation que vous avez vue. Si elle n'est pas une mobilisation assez massive, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, tous les artistes camerounais traversent la même situation que ceux qui sont en train de disparaître. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Des mésententes autour des contributions pour le soutien apporté aux familles des artistes décédés. Elle était présente. Pour ceux qui pensaient qu'elle n'était pas là, moi je peux sortir des cahiers qui montrent que Lisati a apporté même 500 francs de contribution. Donc pour moi, c'était énorme de voir qu'elle avait au moins cette envie, cet engouement, mais je ne la jugerai pas pour autant. Tout compte fait, l'artiste Lisati n'est plus. Elle sera inhumée ce samedi à Bazou. Seules ces belles mélodies continueront d'entretenir ces mélomanes. Union de prière pour le repos de son âme. Cette note avant quelques informations. Les chefs traditionnels Sawa réitèrent leur nom au Bureau national de l'Église évangélique du Cameroun, bureau dont l'installation a été officiellement reportée il y a quelques jours. Pour les gardiens de la tradition Sawa, l'équipe conduite par le pasteur Samuel Injetoa est illégale, selon les textes fédérateurs de l'EEC. La conférence de presse donnée ce jour par ces derniers a également permis de dévoiler le thème retenu cette année pour l'édition 2017 du Ngondo, Festival culturel du peuple Sawa. Nous y reviendrons. De la publique actualité avant la seconde partie de ce journal, un complexe médical affiche désormais fière allure à Bangou, dans le département des Hauts-Plateaux. La structure qui renferme une pharmacie moderne, des laboratoires et des salles de visite spécialisées a été construite par la Fondation Saint-Cam-Charles. Ce complexe médical vient d'être inauguré par Gilles Thibault, l'ambassadeur de France au Cameroun. Reportage. Un invité de marque à Bangou, dans le département des Hauts-Plateaux, Gilles Thibault, l'ambassadeur de France au Cameroun, est venu prendre part à la 2e édition des journées médicales de Bangou, mais surtout procéder à l'inauguration du complexe médical de la localité. Les journées médicales de Bangou constituent un événement pour lequel la Fondation Saint-Cam-Charles consacre plus de 19 millions de francs CFA à chaque édition afin d'apporter gratuitement aux populations rurales de Bangou et des environs des soins de qualité et des médicaments. Une initiative privée salué par l'ambassadeur de France au Cameroun. Je suis ici pour soutenir une initiative privée parce que, vous le savez, comme dans beaucoup de pays du monde, en France notamment, aux États-Unis aussi, dans le secteur médical interviennent à la fois le privé et le public. Au Cameroun, 40% des prises en charge dans le domaine médical sont aussi effectuées par des structures privées. Et pour moi, c'est normal, comme ambassadeur, de montrer le soutien de mon pays à des initiatives privées. Pour que ça fonctionne bien, effectivement, dans le domaine de la santé, où il y a encore tant à faire au Cameroun, il faut mobiliser toutes les bonnes volontés, toutes les énergies, et je salue plus particulièrement la mobilisation des diasporas au profit des populations camerounaises. Le complexe médical de Bangou intègre à la fois une pharmacie, un laboratoire d'analyse et une unité de consultation spécialisée. Les locaux ont été visités par Gilles Thibault. C'est l'occasion aussi de dire que toutes les bonnes volontés dans le domaine de la santé sont les bienvenues. Saluer le travail
extraordinaire fait par la fondation Sicam Charles. Et puis je le répète, vraiment dire merci aux médecins qui sont déjà là, aux infirmières, aux anesthésistes, aux radiologues. La fondation Sicam Charles et les populations de Bangou n'ont pas laissé partir leur hôte, les mains vides. Excellence, monsieur l'ambassadeur, nous avons pensé que vous êtes désormais un notable de Bangou et quand vous recevrez d'autres notables dans votre résidence, vous les ferez asseoir sur des fauteuils, sur un tabouret. Il y a là-dedans du miel du pays, du terroir qui a été conditionné pour que ça puisse se transporter, pour que ça puisse se conserver. La fondation Sicam Charles ne compte pas limiter ses actions dans les hauts plateaux. Une extension vers d'autres villes du Cameroun et même d'autres pays est envisagée afin d'apporter du sourire aux populations vulnérables. Toujours dans ce registre de Publi-Information, les finales d'arrondissement du championnat des jeunesses vacances placées sous le haut patronage du préfet du Ndé viennent de connaître les représentants pour le tournoi départemental qui se jouera à Baganté. Reportage. Les finales d'arrondissement du championnat des jeunesses vacances dans le département du Ndé placé sous le haut patronage de M. Oumarou Aman Wabi, préfet du département du Ndé, viennent de connaître au niveau départemental leurs qualifiés. Il s'agit d'un championnat initié par M. Jules François Famawa qui n'a lésigné sur aucun moyen afin de donner à la jeunesse du Ndé, fer de lance de la nation, l'opportunité de mieux s'épanouir durant ses vacances. De retenir les jeunes concentrés dans le département, de faire quelque chose pour eux-mêmes pendant les vacances et que les retombées des sponsors les aident, n'est-ce pas, à acheter des cahiers à la rentrée. À Bassamba, les petits plats ont été mis dans les grands. Pour cette compétition, les deux qualifiés pour les éliminatoires au niveau départemental ne pouvaient qu'être heureux. Une enveloppe de 500 000 francs CFA pour le gagnant et 250 000 pour le perdant et des primes pour les équipes ayant participé au tournoi. Très fier de voir tous ces jeunes pour qui je transpire ce matin parce que j'ai travaillé tout hier jusqu'à 22h et je suis maintenant à Bassamba parce que j'aime la jeunesse brûlée, parce que je veux soutenir la jeunesse brûlée et je continuerai à soutenir la jeunesse brûlée. À Tonga et Baganté, c'était l'euphorie totale. Même les chefs traditionnels étaient sur l'aire de jeu pour une finale remportée par l'équipe de Bamena sur Bangwa. La finale la plus attendue était celle de l'arrondissement de Bazou qui opposait le village Banyoun à Bamaha. Au terme de la fatidique épreuve des tirs au but, Banyoun l'emporte. L'édite Jules François Famawa reçoit ainsi les remerciements des populations pour avoir installé la fête au village. Pour le président du comité d'organisation, Sa Majesté Sabet Jocelyn Marius, tout est bien qui finit bien, du moins pour cette première étape. Il y a rappelé que le lancement officiel de ce championnat des jeunesses vacances, initié par M. Jules François Famawa, avait eu lieu il y a environ 2 semaines à Bazou et présidé par le préfet du département du Ndé, M. Oumarou Aman Wabi. Des artistes et musiciens, à l'instar de Djorer, n'avaient pas manqué d'émerveiller le public. À nous donner la force d'aider la jeunesse, d'aider le pays,
d'aimer la République et d'être républicain. Oui, c'est l'effervescence totale dans le département du Ndé en cette période de vacances où tout le département à l'unisson vibre au rythme du sport roi. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la seconde partie de ce journal. Nous recevons ce soir le professeur Prince Kouma Doumbé III. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, Albertine Bechaga. Alors vous êtes professeur émérite des universités de Lyon, Université catholique de Lyon. Vous êtes également professeur de l'Université de Yaoundé 1, Université libre de Berlin, entre autres. Vous êtes détenteur de 2 doctorats en histoire et en langue études germaniques, plus précisément. Vous êtes le président fondateur d'Afrique Avenir International, une fondation dédiée à la renaissance de l'Afrique. Alors, vous avez donné il y a 2 jours, professeur, plus précisément mardi, une conférence de presse ici même à Douala, au siège de votre fondation, une conférence de presse qui avait pour thème central le traité germano-douala. Le sentiment qui se dégage à la fin de cette rencontre, c'est que vous remettiez un peu en cause la date du 12 juillet 1884, date connue jusqu'ici comme étant celle du traité, donc de ce traité germano-douala. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous contestiez ce jour-là? Ce n'est pas la date du 12 en tant que telle, mais je dis et je redis qu'il n'y a jamais eu de traité germano-douala. Ça n'existe sur aucun document. Je dis bien aucun document. J'ai commencé à travailler sur ces problèmes en 1969. Je dis bien en 1969, où je suis allé dans les archives allemandes, à Potsdam, etc. Et je fais ce travail tout le temps. Et dans ce livre, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Vous avez les documents fondamentaux de 1884. C'est-à-dire que ce soit ce que vous dites là, le traité du 12 juillet ou les traités du 11. C'est-à-dire que, d'abord, c'est cet endroit, c'est-à-dire Douala, où nous sommes. C'est tout cet endroit, on n'appelait pas ça Douala, on appelait ça Cameroun. C'est toute cette région qu'on appelle Cameroun. Le fleuve Voué s'appelait Cameroun River. Bon, donc ça veut dire que s'il y avait un traité, c'était un traité entre ce Cameroun et les Allemands. Et c'est pour ça que les Allemands, jusqu'à aujourd'hui, appellent ce traité au Cameroun Vertrag. Alors pour vous, professeur, c'est la dénomination peut-être qu'on a donnée à confier à ce traité qui vous pose problème. Est-ce qu'il y a eu quand même un acte ce jour-là entre une partie allemande et une partie camerounaise? Laissez-moi terminer parce que je crois que les Camerounais ne savent pas ça. C'est quand les Allemands ont compris que cet endroit qu'on appelle Cameroun, et eux ils ont donné maintenant le nom de Cameroun à tout le territoire, que plus tard, je dis bien plus tard, 1901, on a dit donc que cet endroit qu'on appelle Cameroun, on va l'appeler dorénavant Douala. Voilà. Donc les traités, c'est le traité germano-camerounais. Mais et puis je dis que attention avec cette histoire du 12 juillet. Il y a d'abord eu un traité le 11 juillet que King Dido, Jimmy Kwala a signé. Ensuite, il y a eu un autre traité le 11 juillet que le roi de Bimbia a signé. Avant que Akwa ne signe le 12 et que Bel ne signe le 12. Et là, j'aimerais bien dire que Akwa et Bel, quand vous voyez les signatures, Akwa signe à gauche, Bel signe à droite. L'un n'a pas été témoin de l'autre. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a été, c'est-à-dire signataire plénipotentiaire. Puisque vous avez déjà là 4 rois qui ont signé. À des dates différentes. À des dates différentes. Mais ce que les Camerounais doivent savoir, c'est qu'en réalité, il y a eu 95 traités sur l'ensemble du territoire. Des traités de vente, des traités de paix, c'est-à-dire des traités négociés, comme celui du 12 juillet, et des traités de paix après la guerre. Le premier traité de paix après la guerre, c'est Locke Priso, le père de mon père, qui a signé ça, parce qu'il avait été vaincu en janvier 1895 par l'armée allemande, puisque lui, il disait qu'il ne veut pas la colonisation, il ne veut pas qu'on lui donne l'argent pour qu'il signe, il veut rester libre. Alors il y a eu la guerre. Alors, ce qu'on dit là, professeur, c'est que tout ce qui est enseigné depuis plus de 50 ans dans nos écoles et établissements est totalement faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de traité germano-douala, ça n'a jamais existé. Il y a eu quand même un traité le 12 juillet 1884. Il y a eu le traité, comme je disais, que Akwa et Bel ont signé. Mais
Dans ce traité, vous lirez, et je l'ai publié ici, We are the chiefs of Cameroon, et non pas We are the chiefs of Douala. Alors maintenant que vous avez fait cette remarque, ou alors vous avez apporté cette précision au cours d'une conférence de presse, à quoi est-ce que vous attendez désormais? Vous attendiez à ce que dès la rentrée prochaine, qu'on change tout ce qui est écrit dans les livres d'histoire? Quelle est la méthode que vous êtes en train de vouloir mettre sur pied pour faire reconnaître ce que vous semblez donner ici comme des vérités d'histoire? Mais il faut d'abord une prise de conscience. On parle toujours d'un traité. Quand il y en a eu 95, ça veut dire qu'il y a l'ignorance quelque part. Moi, j'ai les 95 traités à la Fondation Afrique Avenir à Bonabéry. Je suis allé chercher ça à Potsdam, en Allemagne. Donc, vous savez, quand quelqu'un écrit quelque chose, l'autre vient, il recopie. Et l'autre vient, il recopie toujours la même chose. C'est pas bon, il faut aller à la source pour vérifier. Donc, le Cameroun ne peut pas dire que notre contact avec les Européens, c'est seulement avec le traité du 12 juillet 1884. Quel intérêt auraient ceux qui ont peut-être falsifié l'histoire de dire qu'il y avait eu un seul traité, celui du 12 juillet? Je crois que ce n'est même pas tellement vraiment la falsification, l'envie de falsifier, c'est l'ignorance. Il ne faut pas oublier une chose. Nous sommes des bilingues, comme on nous définit français-anglais. Mais la période là, c'est une période allemande. L'historien et la plupart des historiens camerounais ne lisent pas l'allemand. Ça, c'est la vérité. Et la plupart des germanistes ne sont pas des historiens. Donc, les documents dorment là, personne n'arrive pas vraiment à les lire. Et et d'autre part, il y avait une écriture à l'époque, une écriture qu'on appelle l'écriture gothique, que même l'allemand normal d'aujourd'hui ne sait pas lire. Combien de fois donc le Camerounais? Or, tous les documents de l'époque là, quand on voit par exemple Nartigal, le docteur Nartigal, tout ce qu'il a écrit, c'est écrit gothiquement. Nous avons tous ces documents en Afrique à venir, mais qui va pouvoir les déchiffrer? Alors, professeur Kouman Louvetra, pour certains historiens, des questions aussi importantes comme celles que vous venez d'évoquer, qui viennent remettre en cause plusieurs années, des dizaines d'années d'ailleurs de l'histoire du Cameroun, doivent être débattues au cours d'un colloque scientifique. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait, j'ai invité un colloque international à l'université de Yaoundé 1 en 1985. Et c'est la présidence de la République Cameroun qui a financé tout ce colloque. Le professeur Austen, qui a été à Douala là, il y a quelques jours, le professeur Austen, je l'ai invité en 1985 à l'université de Yaoundé. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre scientifique? Pourquoi on n'a pas changé ces dates? Pourquoi on n'a pas rétabli la vérité? Mais non, la vérité a été rétablie, que c'est 95 traités. Maintenant, que les inspecteurs pédagogiques qui font les livres scolaires fassent leur travail. J'ai montré ce livre-là de 1985. Le livre est sorti en 86. Les actes de ce colloque-là. Le colloque était international à un très haut niveau. Tous les chercheurs compétents de l'Allemagne fédérale étaient là. Les chercheurs compétents des USA, de France, de l'Allemagne démocratique, ils étaient tous à Yaoundé. Même les deux ambassadeurs allemands, puisqu'il y en avait deux ambassadeurs à l'époque, j'ai réussi à les faire asseoir pendant les 3 jours. Donc, peut-être que les jeunes chercheurs aujourd'hui ne le savent pas, parce que 86, il y a longtemps, hein, ça fait il y a plus de 30 ans. Mais nous sommes déjà beaucoup plus loin. Mais il faut que les gens lisent ce qui a déjà été établi au niveau scientifique. Alors, concernant ces participants à ce traité du 12 juillet 1884, vous faites savoir qu'il y a l'un des signataires qui ne pourrait pas se prévaloir du titre de signataire plénipotentiaire. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette... Mais non, mais comment est-ce que vous êtes plusieurs à signer? Après l'histoire, on va dire que vous étiez le seul et que les autres étaient vos témoins. Vous parlez de 3 Dika. Mais oui, mais puisque c'est ça qu'on repense ces jours-ci dans les médias que c'est Dika Mpolo qui était le signataire plénipotentiaire, c'est complètement faux. Il n'y a jamais eu un signataire plénipotentiaire. Et moi, s'il vous plaît, pour la gouverne des Camerounais, écoutez ce que le représentant allemand envoie à Bismarck. Après notre entretien d'hier avec King Akwa, donc Dika Mpolo, King Bell et Gringer sur les points du traité, les nègres d'Akwa et une foule de jeunes se dirigèrent vers la plage en criant et en vociférant les pires des menaces à l'endroit de King Bell et King Akwa, les accusant de vendre le territoire aux Allemands et de vouloir faire de la population des esclaves. Même ma plume hésite à écrire le genre d'insultes
que nous étions obligés d'entendre. Malheureusement, ces processions d'insultes ne font que se répéter. C'est ça qu'il faut donner aux Camerounais. C'est ce qui s'est passé. Mais la plupart des gens n'ont pas accès parce qu'ils ne lisent pas l'allemand. Alors, Prince Kouma Noubetwa, vous êtes également présenté comme un fervent défenseur de la communauté Douala, de l'autre côté du Vouri, c'est-à-dire Bonabéry, après le canton Bélé-Bélé. Est-ce que dans votre démarche, justement, de dire aujourd'hui qu'il y avait plusieurs participants, plusieurs signataires au traité du 12 juillet 84, il n'est pas aussi de prendre une portion de pouvoir dans ce qui s'est passé là pour le canton Bélé-Bélé, puisque l'un de ces signataires était justement de l'autre côté du Vouri? Non. Justement, l'opposition n'a pas signé. Et quand le conseil allemand est venu mettre le drapeau à Bonabéry, qu'on appelait Hickel, il a dit « Pull that flag down », descends-moi ce drapeau. No man buy we. C'est-à-dire personne ne nous a acheté. Et il disait « Vous avez voulu me donner l'argent pour que je signe, j'ai refusé. Laissez-moi libre. » Mais nous, on ne se situe pas au niveau du village. Je suis quand même un professeur des universités. Tous les 28 août, cette année, ça sera le 27, le 28 et le 29. Tous les 28 août, parce que c'est le 28 août que l'opposition a écrit cette lettre, pull that flag down, c'est pour dire aux Allemands, non, stop, votre colonisation là, moi j'en veux pas, je vais rester libre. L'opposition qui n'a pas signé ce traité. Il n'a pas signé, il est le seul qui a refusé de signer. Bon, il a eu une vision que les autres n'ont pas eue. Alors maintenant, tous les 28 août, nous célébrons tous ceux qui au Cameroun, pas seulement au niveau des Douala ou des Sawa, puisque l'armée de l'extrême nord viennent, les sultans, les rois de l'ouest, etc. Ils viennent tous à Bonabéry, toujours le 28 août. Et cette fois-ci aussi, comme le 27, c'est un dimanche, ils seront là pour faire des rituels, pour célébrer tous ces Camerounais qui ont eu la vision de dire que non, cette histoire-là va nous enfoncer, et qui se sont levés, parfois certains, au prix de leur vie. Alors de 85 à 2017, ça fait quand même 32 ans. Pourquoi refaire cette sortie aujourd'hui? Mais parce que partout j'entendais les médias dire Kampondo signataire plénipotentiaire et qu'il y a eu le traité du 12 juillet. Je dis, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. On a déjà fait au niveau scientifique, on est déjà beaucoup plus loin depuis 1986. Comment on nous rejette maintenant au niveau de la science de 1956? Parce que cette histoire-là, c'est le pasteur Brouch qui avait publié les traités que les Camerounais avaient signés avec les Européens avant la colonisation. Et c'est lui qui a apporté cette histoire-là que Bell était témoin de Aqua dans la signature. Et on a recopié au lieu d'aller à la source. Mais encore une fois, pour aller à la source, il faut comprendre la langue allemande. Il faut être capable même de lire l'écriture gothique. Bon, moi je le fais parce que c'est mon métier, hein, et j'initie quelques jeunes. Donc, je dis que quand la science a avancé, il ne faut pas encore retourner derrière. Il faut plutôt essayer de voir qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Et moi je dis que ce qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui, c'est la partie camerounaise. Quelle est la partie camerounaise de cette histoire? On ne peut pas seulement se référer aux documents que les Blancs ont écrits. Et c'est pour ça que moi, j'ai sillonné tout le Cameroun avec une équipe et on a interrogé 176 vieux que nous avons donc invités à ce colloque de 1976 pour qu'ils disent leur part camerounaise. 1986. Oui. En 1986, c'était les papas et les mamans qui avaient 90 ans, 110 ans comme papa Lambé de Bouya. Et je vous assure que toute une après-midi, tous ces grands experts internationaux ont écouté ces vieux. Et parce que j'avais compris qu'il n'y avait pas la part camerounaise pour raconter l'histoire du Cameroun. Et nous sommes en train de publier maintenant tout ça. On a digitalisé les 176 interviews et on est en train de publier maintenant tout ça, mais dans nos langues. Hein, parce que les vieux là ont parlé dans nos langues. C'est-à-dire que vous allez à Tchang, ils parlent en Yemba. Vous allez à Garoua, ils parlent en Fufulde. Vous allez chez les Batanga, ils parlent Batanga. Ici, ils parlent Douala. Donc nous avons, à la Fondation Afrique Avenir maintenant, l'histoire du Cameroun, racontée par les Camerounais, dans les langues camerounaises. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'à la suite de ce colloque, vous n'avez pas réussi à convaincre la communauté scientifique camerounaise, les historiens du Cameroun? C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore entériné tout ce que vous avez eu comme résultat de vos recherches. C'est quand même surprenant qu'après un colloque scientifique où il y a eu de telles révélations, que l'on soit encore en
train d'enseigner dans nos établissements, qui a eu un traité germano-douala le 12 juillet 84, et qui a eu un signataire plénipotentiaire, alors que vous nous dites que vous avez fait la démarche et qu'il y a un colloque où vous avez présenté les résultats de vos recherches scientifiques. Albertine Bichanga, j'ai écrit 73 livres. Combien de Camerounais ont même touché? Je ne dis même pas lu, un seul. Touché comme ça. Je vous parle des décideurs. Non, je ne parle pas des décideurs. Non, je parle de tout le monde. Parce que c'est ça le drame du Cameroun. Ils vont lire les livres des Blancs, etc. Mais ce qu'un Camerounais a écrit, ils vont dire c'est quoi ça? Moi, dès que mes livres sortent, les Blancs achètent ça tout de suite. C'est eux qui se précipitent sur mes livres. Ici, on ne sait même pas que j'ai écrit. Moi, j'ai écrit, même en langue allemande, j'ai publié 13 livres. Mais en français, j'ai publié quand même une quarantaine. Qui a touché? Un seul. Donc, c'est pour répondre à votre question que je ne sais pas si c'est la paresse. Je ne sais pas, parce que vous savez, le Cameroun a un problème. Il va à l'école pour avoir le diplôme. Et dès qu'il a eu le diplôme, il a eu un poste de travail, c'est fini. Hein? Il ne lit même plus. Ne lui disent pas d'aller acheter un livre. Donc, c'est ça notre drame. Il faut qu'on se parle en se regardant dans les yeux. C'est ça notre réalité. Donc, vous pouvez écrire. Moi, mes livres sont enseignés dans les universités en Europe. Mais pas ici. Même en Autriche, même, le ministre de l'Autriche de l'éducation m'avait appelé et il a convoqué les professeurs de toutes les provinces de l'Autriche pour qu'ils viennent découvrir ce que j'ai écrit en langue allemande. Est-ce qu'un jour, un ministre va dire ici que, donc, venez voir ce que Kouma Ndoumbe, les 70 livres qu'il a écrits? Non, il n'y aura pas. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que Camerounais, historien, soucieux de rétablir la vérité sur l'histoire de son pays pour qu'enfin cette histoire-là, la vraie, celle que vous semblez avoir trouvée après beaucoup de recherches, soit rétablie dans les établissements? Comment est-ce que vous comptez Ce que je fais, à mon petit niveau, j'ai créé une fondation qui s'appelle Fondation Afrique Avenir International, avec une bibliothèque de recherche, bibliothèque Cheikh Anta Diop, et une section jeunesse, bibliothèque Cheikh Anta Diop jeunesse. Donc, c'est-à-dire que c'est à Bonabéry, n'est-ce pas, à côté des anciennes bonnes courses. Mais je mets tout ça à la disposition de la population. Les chercheurs viennent du monde entier. Hein. Ce sont les gens de Douala qui ne savent même pas où ça se trouve, l'ancienne route. Prenez l'ancienne route juste avant le lycée. Ils ne savent pas où. Donc, ce que moi je peux faire, c'est ça que vous me demandez. J'ai créé cette fondation, et cette fondation, je peux vous dire que elle est réputée au niveau international. Nous avons aujourd'hui une section à Paris, une section à Vienne, une section à Berlin, et même à Windhoek, en Namibie, une section. Merci. Donc, c'est le peu que je peux faire. Le reste, que chacun fasse son travail. Je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un inspecteur pédagogique. À eux de faire leur travail. Merci, professeur Kouma Ndoumbe, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, Albertine Bichanga. Et je remercie aussi les téléspectateurs d'avoir eu la patience de nous écouter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez pas votre programme Regard Social tout à l'heure. Bonne soirée à tous.